Merci déjà Anne-Claire pour l'invitation. J'avoue que je suis ravi, honoré, et je vais même dire ému de parler devant autant de personnes qui font des choses utiles, nécessaires, bien. Ce n'est pas souvent le cas. Et quand même, si. Ému aussi parce que, en fait, j'ai fait mon mémoire aux Ponts et Chaussées, ça date il y a un petit moment, c'était un peu plus des 20 ans, sur les débuts de l'industrialisation de la construction au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et donc sur la jeunesse des grands ensembles. Et donc, voilà, je me suis intéressé beaucoup à ces formes urbaines, leurs qualités, leurs défauts, leurs qualités aussi, quand même. Et puis après, j'ai commencé à travailler pas mal pour l'ANA, avant de basculer dans les enjeux du développement durable, la soutenabilité, la transition écologique. Voilà, c'est ce qu'on fait maintenant, depuis d'ailleurs aussi 20 ans. Donc on va fêter nos 20 ans, nous aussi, cette année. Peut-être pas dans ce lieu quand même, mais sinon on pourrait vous inviter à rester là jusqu'au 20 juin, donc la date de nos 20 ans. Alors, bon, le titre c'est... Ah tiens, ça a décalé du coup, j'aurais dû mettre le PDF. Hein. On parle de refaire la ville, mais on va voir que finalement, ce n'est pas tant de refaire la ville dont on va parler, plutôt faire avec. Alors d'abord, puisqu'on parle de 20 ans, toutes les petites publications qui sont sorties en 2023, qui sont très intéressantes, parlent à chaque fois de 20, 20, 20, 20, 20. Eh bien, ça fait aussi à peu près une vingtaine d'années que les enjeux de la transition écologique ont atterri d'une manière opérationnelle, donc dans les opérations de construction et d'aménagement. À peu près 20 ans aussi. Ça prend du temps, hein, puisque historiquement, 1968, le rapport du Club de Rome, 72, 92, ensuite le sommet de la Terre, ça atterrit 10 ans plus tard, donc début des années 2000, dans les opérations de construction et d'aménagement. Donc ça fait en effet aussi une vingtaine d'années. Donc voilà, tout le monde a 20 ans finalement, c'est pas mal. Et si on regarde un petit peu rétroactivement ce qui s'est passé pendant ces 20 ans, je vais un peu simplifier le discours. On va dire que pendant les bonnes 15 premières années de ces 20 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Donc c'est vrai qu'à l'époque, on parlait tout le temps de développement durable, mais très vite, quand on parlait de développement durable, on ramenait les sujets à l'environnement. Quand on parlait d'environnement, on parlait d'énergie. Quand on parlait d'énergie, on parlait de thermique. Et quand on parlait de thermique, finalement, on parlait d'épaisseur d'isolant et de taux de vitrage. C'était un peu la variable d'ajustement de la durabilité. Évidemment, on a un peu fait fausse route. Donc, on a parlé de quoi pendant 15 ans? Essentiellement d'énergie. D'énergie, d'énergie, d'énergie. Pas trop de durabilité, finalement. Et dans les énergies, d'une seule couleur de l'énergie, celle qu'on appelle l'énergie blanche, qui est l'énergie d'usage, l'énergie de flux, on va l'appeler aussi comme ça, ou l'énergie d'exploitation, celle qu'on va consommer pour faire fonctionner les bâtiments et assurer des conditions de confort satisfaisantes. Donc on a parlé beaucoup d'un seul sujet, et on a parlé de ce seul sujet quasiment sur un seul périmètre, qui est celui de la construction neuve. Donc pendant 15 ans, on a focalisé tous les enjeux, tous les débats, tous les moyens sur l'énergie dans la construction neuve. Si on regarde ce que ça pèse, à droite, voilà, à droite là, on a une petite mosaïque. Vous savez, la construction neuve, c'était historiquement 1% par an, on va dire, du stock de bâtiments existants. Logement, 35 millions de résidences existantes, on en construisait 350 000, donc ça fait 1%. Aujourd'hui, c'est moins de 1%, et ça ira de plus en plus dans cette tendance-là d'être inférieur à 1%. Donc, ça pèse finalement pas grand-chose, c'est le petit carré rouge qui est là, 1% par an, donc de renouvellement du stock de bâtiments existants. Donc on peut se dire, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Si on attend un siècle, on aura en effet commencé à régler le problème de l'énergie dans les bâtiments. Un siècle, c'est un peu beaucoup. Et en fait, c'est encore pire que ça. Si on regarde le centre, on voit un tout petit point au milieu de beaucoup de points. C'est quoi? C'est que les bâtiments neufs qu'on produit, en gros, conformes à la réglementation thermique, pour simplifier le raisonnement encore une fois, ils sont aux alentours de 50 kWh par mètre carré. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va ramener 1 mètre carré de bâtiments neufs dans le stock de bâtiments existants, sa vie future va être de consommer 50 kWh tous les ans. Et quand on regarde les bâtiments existants, ils sont plutôt, eux, à 250, voire 500 pour les pires kilowattheures par mètre carré. C'est-à-dire qu'on a un rapport de 5 à 10 entre l'efficacité énergétique des bâtiments neufs et l'efficacité énergétique des bâtiments anciens. Donc finalement,
le fameux 1% de renouvellement du stock de bâtiments, en termes d'intensité énergétique, il ne pèse que 1/10 à 1/5 de 1% par an, c'est-à-dire 0,1 à 0,2% du problème de l'énergie. Donc qu'a-t-on fait pendant 15 ans de la prise en compte des enjeux de durabilité dans la construction et l'aménagement? On a consacré 99,9% des moyens sur 0,1% du problème. C'est-à-dire tout ce qu'il ne faut pas faire en environnement. Donc on pourrait appeler ça la suroptimisation d'un gisement marginal. On s'est trompé, les enjeux sont dans l'existant. Enfin, on commence à le comprendre. Les enjeux sont dans l'existant. Il faut arrêter de vouloir faire de la surperformance. Un bâtiment énergie positive n'a aucun intérêt. Il vaut mieux s'attaquer à l'existant. D'autant que, évidemment, plus on va chercher à déconsommer sur les bâtiments neufs, plus ça va coûter cher. C'est une courbe exponentielle. On a autre chose à faire avec cet argent inutilement placé sur la suroptimisation de la performance des bâtiments neufs pour le mettre ailleurs, là où c'est utile. C'est pour ça que je vous disais que vous faites des choses utiles, ce qui n'est pas toujours le cas des assemblées devant lesquelles on parle. Donc, on peut se dire, évidemment, parce que ça fait un bout de temps qu'on raconte qu'on est en train de faire fausse route si on mise tous les moyens sur 0,1% du problème. Oui, j'ai dit en environnement, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. En environnement, il faut regarder où sont les gisements, où sont les potentiels, et ensuite classer les actions, agir là où il y a le plus de gisements, là où on peut faire le plus de gains, là où les actions sont faciles, etc. Donc il suffisait de translater les moyens financiers colossaux mis sur la construction neuve sur l'existant, et on avait une manne colossale pour intervenir sur l'existant. Bon. Après, est-ce qu'il ne faut rien faire sur le neuf? Si, il y a des choses à faire sur le neuf, c'est ce qu'on classe ici. Et donc, dans mon petit panorama, il y a environ 5 ans sont apparus les enjeux du carbone. C'est très récent. Donc, une autre forme d'énergie, on va dire de l'énergie de stock, de l'énergie matière, le carbone. Enfin, aujourd'hui, on s'intéresse au carbone. Et si on regarde donc ce qui se passe entre le neuf et l'existant, ben dans l'existant, on vient de le dire, c'est là où il y a les enjeux de déconsommation, on va appeler ça comme ça par rapport à la décarbonation, donc faire du gain énergétique. Par contre, dans le neuf, là où les bâtiments sont intrinsèquement performants du fait qu'on les construit conforme à une réglementation et que quand on va chez un fabricant, la fenêtre elle est de toute façon performante et qu'il faudrait être un crétin fini pour faire un bâtiment neuf qui ne soit pas performant, vraiment. Du coup, par contre, il y a un véritable enjeu qu'on a découvert malheureusement que récemment, c'est que dans le neuf, les enjeux sont sur le carbone, donc sur le carbone matière. Donc aujourd'hui, on est dans des approches qui sont un petit peu plus équilibrées entre l'énergie et le carbone. Ça a été annoncé déjà par le label E+, C-. Aujourd'hui, la nouvelle réglementation thermique, dite donc RE, Réglementation environnementale 2020, cherche l'équilibre entre, d'une part, la déconsommation et la décarbonation, et un troisième enjeu très important qui est celui du confort d'été. On va y venir. Donc on devient en effet un tout petit peu plus intelligent en ce moment, où on comprend un peu mieux les équilibres à trouver et là où sont les enjeux. Et puis, si on rajoute un enjeu qui arrive là très récemment, alors l'année 2023, tout le monde a commencé à parler d'adaptation, c'est lié d'ailleurs aux crises, et tant mieux, donc tant mieux qu'il y ait eu la crise sanitaire de ce point de vue-là, tant mieux qu'il y ait eu l'été meurtrier de 2022 puis 2023 de ce point de vue-là. On a aussi commencé à bouger. Jusqu'à très récemment en France, on ne parlait que d'atténuation. C'est-à-dire il faut réduire la consommation d'énergie, il faut réduire l'empreinte carbone, et avec ça, on va régler tous les problèmes. On avait oublié de lire les rapports du GIEC. Alors c'est vrai qu'ils étaient difficiles à lire. Aujourd'hui, ils le sont un petit peu plus. Et donc, maintenant, on sait que les dynamiques sont en route et que de toute façon, le changement climatique est là, il s'annonce, et qu'il faut donc s'adapter, ce qui devient le nouvel enjeu absolument prioritaire de l'aménagement et de la construction, ou en tout cas plutôt de la réhabilitation. Quelques petits chiffres aussi. Vu qu'on vient de dire tout à l'heure que le taux de renouvellement urbain était, ou en tout cas d'apport de neuf dans l'existant était extrêmement faible, alors c'est vrai pour la France et pour les pays européens, puisqu'on est sur des pays ou sur des villes qui ont une histoire urbaine très ancienne, donc très urbanisée, et avec des démographies faibles. Donc ce que je raconte n'est évidemment pas vrai dans un pays émergent. Si on projette ce fameux 1% par an de renouvellement de la ville, sur un long terme, le chiffre qu'on a tous en tête aujourd'hui, c'est que 80% des bâtiments de 2050 existent déjà aujourd'hui. Ça, c'est vrai en moyenne nationale. Si on regarde dans les endroits où il y a quasiment plus de foncier, donc Paris intramuros, c'est même
95% des bâtiments de 2050 qui existent déjà aujourd'hui. Donc ça dit à quel point, évidemment, il faut s'intéresser à ce qui est déjà présent, à ce qui est déjà là, réhabiliter, faire avec, et donc c'est ne pas refaire la ville finalement, c'est faire avec la ville et améliorer, réparer, adapter la ville, la transformer, etc. Petite question subsidiaire, je viens de dire, en moyenne nationale, 80% des bâtiments de 2050 existent déjà aujourd'hui. La question qu'on peut se poser évidemment, c'est combien des bâtiments qui existent donc aujourd'hui, et même ceux qui sont conçus et produits aujourd'hui, sont-ils adaptés aux conditions de 2050? La réponse est quasiment zéro. Et ce que je viens de dire sur les bâtiments, ça vaut aussi sur les espaces publics. 80% des espaces publics de 2050 existent déjà aujourd'hui. Combien de ces espaces publics qui existent aujourd'hui, qui existeront en 2050, sont-ils adaptés à 2050? Quasi zéro. Donc voilà le nouvel enjeu de l'urbanisme, enfin de l'aménagement, de l'urbanisme et de la construction, adapter ce qui existe. Évidemment, petit panorama, on a dit déconsommation, décarbonation, adaptation. C'est les trois leviers avec lesquels aujourd'hui nous devons travailler de façon absolument simultanée en cherchant les bons équilibres, les bonnes équations entre ces différentes valeurs. Évidemment, tout ça, ça se décline en sous-valeurs, etc. Quand on entendait il y a quelques mois le secrétaire général du plan de la planification écologique qui disait on est en train de fabriquer la feuille de route de la planification écologique en excluant l'adaptation, en travaillant exclusivement sur l'atténuation, c'est une erreur fatale de raisonnement. Donc, atténuation, adaptation, simultanément. Donc, atténuation, déconsommation, décarbonation. Alors, évidemment, c'est d'autant plus vrai, Anne-Claire l'a dit, les quartiers qui sont l'objet de l'intervention de l'ANRU, les quartiers politiques de la ville, sont des quartiers où les risques sont plus élevés qu'ailleurs et la vulnérabilité est plus forte qu'ailleurs. Risque, vulnérabilité, risque fort, vulnérabilité élevée, ça veut dire résilience extrêmement minime. C'est ça la résilience, c'est la vulnérabilité dans l'exposition au risque. Donc évidemment, il faut consacrer tous les moyens sur la déconsommation, la décarbonation et l'adaptation de ce qui existe déjà, et là où en plus c'est le plus nécessaire, là où les risques sont les plus forts et là où la vulnérabilité est la plus grande. Voilà pourquoi je disais que vous faisiez des choses utiles. Alors si on se projette sur cette idée derrière l'idée de l'adaptation, parce que je n'ai pas le temps de rentrer trop dans le détail, il y a cette idée qu'il faut changer considérablement la façon de faire. Jusqu'à maintenant, on faisait sur la base des données connues du passé et du présent. Un programme, aujourd'hui, consigne des données connues du passé et du présent. Travailler de façon, pour l'adaptation, c'est travailler par anticipation. C'est travailler de façon prospective. Évidemment, les données ne sont pas totalement connues, mais elles sont quand même assez connaissables. Il y a énormément de documentation pour ça. On peut à peu près quand même imaginer ce qu'il se passera en 2050, en tout cas par exemple déjà du point de vue du climat. Donc travailler par anticipation, faire des hypothèses, construire des scénarios les plus probabilistes ou les plus probables et faire de cette façon-là. Alors sur la question du climat, par exemple, le scénario, c'est quel sera finalement le climat en 2050 de là où je travaille. Vous le savez, ça se dit aussi aujourd'hui, le climat de Paris, si on prend Paris, en 2050, sera celui de Séville. En 2100, probablement celui de Tanger. Ça veut dire que quand on travaille à Saint-Denis, on ne peut pas juste travailler par rapport à ce que l'on connaît de Saint-Denis dans l'histoire et dans le présent. On doit imaginer ce que sera Saint-Denis en 2030, 40, en 2050. Aubervilliers, j'ai dit Saint-Denis, mais comme il est parti. J'aurais pu dire Paris. Hein. Donc, ça veut dire imaginer finalement, mais ce que je suis en train de faire, c'est bien pour aujourd'hui, mais est-ce que ça fonctionne pour demain? Et comme ce que je suis en train de faire là, à 100% de chance, sauf si c'est vraiment très très mauvais,
d'être encore présent en 2050, voire en 2100. Alors il faut même se projeter encore un peu plus loin. Et donc imaginer finalement des formes urbaines, des hybridations, des façades épaisses, des espaces publics, des arcades, des figures de l'ombre, des brises rafraîchissantes qui permettront de faire en sorte que ce que l'on fait aujourd'hui soit encore vivable, évidemment, demain. Sinon, là aussi, c'est anti-environnemental de produire des choses dont on sait que de toute façon, elles ne tiendront pas la route dans 20 ou 30 ans. Donc le Sud comme horizon, c'est ça l'histoire. C'est que finalement, avec le changement climatique, dans l'hémisphère nord, il y a une remontée des climats du sud donc vers le nord, et dans l'hémisphère sud, une descente des climats du nord vers le sud. Donc finalement, nous avons le sud comme horizon sur l'hémisphère nord, nous avons le nord comme horizon dans l'hémisphère sud, ce qui fait que nous avons l'équateur comme horizon. Donc on doit se demander tout le temps, qu'est-ce qui va se passer demain et comment je conçois finalement pour que ça marche par rapport à demain. Donc ça veut dire qu'il faut imaginer, plutôt que de craindre le grand remplacement, peut-être des figures d'hybridation climato-culturelle. C'est assez beau. Peut-être inventer aujourd'hui des dispositifs, tout à l'heure j'ai parlé de fil de l'ombre, la figure de l'arcade, qui est une figure absolument incroyable, qui permet de cheminer à l'ombre, même quand il pleut. Aujourd'hui on peut se dire, j'en ai pas besoin. Mais bien sûr que si, on en aura besoin, si on ne veut pas avoir à tout refaire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc voilà, cette idée donc de fabriquer finalement des hybrides climato-culturels avec cette idée du Sud comme horizon, plutôt que d'en craindre finalement l'arrivée. J'ai réussi à défendre ça d'ailleurs, on a gagné les abords de Notre-Dame. C'était quand même pas évident pour Notre-Dame de dire, parce que ça parlait du coup de syncrétisme climato-religieux cette fois-ci. Et donc, du coup, de dire devant notre jury à Notre-Dame, le climat de Paris sera celui de Séville en 2050. Et donc, si on veut que Notre-Dame reste accueillante en 2030, 2040, 2050, il faut aujourd'hui importer finalement des figures andalouses ou des figures arabes dans la façon de traiter les abords de Notre-Dame. On a gagné quand même. Bon, ça c'est le Sud comme horizon. Alors, on n'est pas tous égaux devant le climat aujourd'hui, et encore moins demain. Anne-Claire l'a dit, je l'ai déjà repris aussi, cette idée que, évidemment, là où les risques sont les plus forts, là où les populations sont les plus vulnérables, là où travaille majoritairement l'ANRU, c'est là en plus où les personnes, finalement, sont les moins contributrices des émissions de gaz à effet de serre. Donc, inéquité climatique, c'est difficile à prononcer, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas tous égaux, en effet. On l'a dit dans ce hors-série de la revue Urbanisme sur les quartiers politiques de la ville, que ces territoires sur lesquels vous travaillez sont particulièrement vulnérables, très imperméabilisés, des bâtiments qui sont très minéralisés, des bâtiments qui ont été construits un peu vite, pas toujours finis, avec des façades un peu lisses, pas protégées, des logements un peu petits, pas assez hauts sous plafond, pas assez profonds, pas traversant, donc toutes ces figures qui sont en fait ce qui ne fonctionne pas du point de vue du climat et du point de vue de la résilience climatique. Alors évidemment, quand on a les moyens, on l'a vu pendant la crise sanitaire, on le voit pendant les étés meurtriers, quand on a les moyens, on s'en va. On a une résidence secondaire en Bretagne, à Brest maintenant, Brest est le nouvel Eldorado, donc tout le monde a une résidence secondaire à Brest pour se protéger par rapport à 2050, donc on peut s'en aller. On va appeler ça, finalement, ceux qui ont les moyens, les voyageurs climatiques volontaires. Et puis il y en a qui n'ont pas les moyens. Il y en a qui n'ont qu'un logement, quand déjà ils ont un logement. Un logement, on vient de le dire, en plus, pas toujours adapté. Enfin, c'est là où il y a un vrai défaut d'adaptation d'ailleurs. Donc, dans un environnement pas adapté, etc. Eux n'ont pas le choix. On va les appeler donc les assignés climatiques, les assignés à résidence climatique involontaire. Donc les voyageurs climatiques volontaires versus les assignés à résidence climatique involontaire. Donc c'est vers eux, évidemment, qu'il faut mettre les moyens. C'est ça que je disais dans cette petite phrase précédente. C'est vers eux qu'il faut mettre les moyens. Risque maximum, vulnérabilité maximum, résilience minimum et absence de choix. Voilà, donc nous ne sommes pas tous égaux ni devant le climat d'aujourd'hui, et encore moins devant celui de demain. Il y a des millions d'assignés à résidence climatique involontaire, on vient de le dire, il faut agir.
Alors, un autre petit récit, il faut que j'aille vite, là je vois le temps qui devient, le timer qui devient rouge, ça devient grave, que j'ai appelé continuité, discontinuité, non-discontinuité. Pour dire quoi? Pour dire que, historiquement, les cycles écologiques, les faits naturels, les territoires, de façon originelle, fonctionnent sur des processus continus. C'est vrai pour la migration des espèces, c'est vrai pour le cycle de l'eau, c'est vrai pour la météorologie, c'est vrai, tout à l'heure j'ai parlé d'une brise rafraîchissante entre la météo grande échelle jusqu'à cette petite brise qui va à un moment rafraîchir, pénétrer à l'intérieur d'un bâtiment, tout se joue de façon continue. Les êtres humains sont des acteurs de la discontinuité. C'est comme ça. Nous passons notre temps à créer, ici ou là, des discontinuités. Nous séparons. Nous créons des frontières, nous créons des parcelles, des cadastres, nous créons des limites de ville, nous créons la pire des discontinuités physiques, qui est le mur, et nous avons besoin de créer le mur pour dire ça c'est dehors, ça c'est dedans, ça c'est à toi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, d'ailleurs. Et donc nous avons même inventé le contrat de la discontinuité qui s'appelle la propriété. La propriété est un contrat de la discontinuité. Ce faisant, c'est pas grave, nous sommes des agents de la discontinuité, c'est comme ça, mais ce faisant, finalement, en cumulant des discontinuités, ou parfois en créant des discontinuités trop graves, on abîme la résilience, la capacité, on va dire, naturelle, écologique d'un territoire à fonctionner. C'est quelque chose, dans l'idée de faire la ville, ou adapter la ville, la réparer, etc., il faut à un moment identifier les discontinuités créées sur un territoire, les trop fortes discontinuités, le cumul de discontinuités qui devient gênant, et finalement appeler à ouvrir, réparer, connecter, réunir, etc. On a dit aussi, beaucoup de ces quartiers ont été créés dans des endroits qui n'étaient pas de la ville, par exemple. Ça, c'était déjà une discontinuité de base. Comment aujourd'hui on les raccroche, comment on ouvre, comment on crée des connexions, comment on permet à la nature de venir repénétrer là où on est très minéralisé, etc., etc. Donc finalement, un des outils de l'adaptation est celui de la création. Alors j'ai appelé ça des non-discontinuités, c'est pas pour paraître un télo, c'est juste que comme la continuité est originelle, et n'étant ni Dieu ni la nature pour le moment, du coup, je parle plutôt de non-discontinuité comme travail. Et puis, ça a été aussi, le terme a été prononcé à plusieurs reprises, il y a évidemment un enjeu absolument fondamental de travailler le commun comme projet. J'aime bien dire aussi d'ailleurs, parce qu'en ce moment il y a un phénomène, il y a une pensée un peu anti-ville, très gênante, qui émerge, avec l'idée que si nous habitions tous à la campagne, on aurait réglé tous les problèmes. Évidemment, non, ça serait une catastrophe bien pire qu'actuellement. À usage égal, la ville permet une sobriété carbone plus importante qu'à la campagne. C'est comme ça, basé sur la mise en commun, la mutualisation, le rapprochement, la densité, le fait de pouvoir faire des réseaux d'énergie, etc. Et donc, d'où ça vient cette idée? C'est que d'une manière évidemment un peu simpliste, on peut considérer que la ville est une forme de mise en commun et de partage des ressources, des infrastructures et des services. Et dans cette notion même du partage, il y a de la sobriété. C'est la valeur absolument essentielle qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui. Il y a de la sobriété à la source dans la question du partage. Donc le commun comme projet, on a aussi passé beaucoup de temps à faire des immeubles collectifs. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord faire aimer la ville, faire aimer la densité, évidemment, la rendre désirable, aimable, etc. Et j'ai envie de dire aussi, puisqu'on a passé notre temps à faire, même dans les 15 premières années dont je parlais tout à l'heure, là, à faire des bâtiments, finalement, des bâtiments collectifs qui donnaient qu'une envie, c'était de les fuir. Il faut arriver à faire du collectif qui donne envie d'aimer le collectif. C'est ça le commun comme projet. Et puis j'ai bientôt fini, hein, je vous rassure. Sur cette idée de l'empreinte, même si on a dit que finalement les plus vulnérables n'étaient pas nécessairement les plus contributeurs, mais je pense que les sujets sous-jacents sont assez intéressants à raconter quand même ici. Ça s'appelle l'empreinte du construit pour dire quoi? Vous savez, aujourd'hui, l'empreinte carbone d'un citoyen en France en moyenne est de 10 tonnes de CO2, pour simplifier. Pour tenir les objectifs du réchauffement climatique à plus 1,5 degré ou 2 degrés, même si on y croit de moins en moins aujourd'hui, il faut arriver à 2 tonnes. 10,
divisé par 5, gagner 80%, c'est du jamais vu. C'est un changement radical de société qui s'annonce. On sait aujourd'hui sur les opérations sur lesquelles on travaille, on arrive à gagner 20, 30% sur les opérations sur lesquelles on travaille. Alors c'est quoi les opérations, qu'est-ce qu'on touche dans les opérations sur lesquelles on travaille? C'est-à-dire en gros sur le milieu physique, quand on construit des bâtiments plus performants ou qu'on les réhabilite, quand on change l'approvisionnement énergétique, quand on travaille sur la mobilité décarbonée, etc. On touche le tiers central, pour simplifier le raisonnement, on va dire 30 à 40%, le tiers central là qui est assuré en rouge. C'est-à-dire que quand on agit, quand on est acteur de la ville, quel que soit son mode d'action, on agit sur 30 à 40% de l'empreinte carbone d'un citoyen. Si on gagne 30% comme aujourd'hui, on gagne 30%, pas de l'empreinte carbone totale, on gagne 30% des 40%. Ça ne fait pas beaucoup, ça fait 12%. Si demain on arrive à gagner 50%, on continuera à ne gagner que 50% de 40%, c'est-à-dire 20% de l'empreinte carbone totale d'un citoyen qui était représentée par la barrette longue au-delà du tiers central. Donc, on n'y est pas. On peut gagner 20%, il faut gagner 80%. Donc, quoi? Ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut rien faire. Les acteurs de la ville doivent faire le maximum, passer de 50% peut-être à 70, 80, 90%, donc faire le maximum sur le milieu physique. Mais ça ne suffira pas. Donc, il faut aussi agir sur le tiers aval et le tiers amont. Le tiers aval, c'est quoi? C'est essentiellement des usages, des comportements, de l'alimentation, des modes de vie, etc. On ne peut pas dicter à quelqu'un qui va habiter ici ou là dans une opération qu'on a livrée, si tu habites là pour tenir mes engagements carbone, tu arrêteras de prendre l'avion, tu ne mangeras plus de viande et tu arrêteras de t'acheter un smartphone. Par contre, on peut lui donner les moyens de faire autrement. Déjà, la possibilité de et l'envie de. Ça veut dire que quand on est acteur de la ville, aujourd'hui, au-delà de faire le maximum sur le milieu physique, il faut inciter, sensibiliser, donner la possibilité donc aux citoyens, d'engager leur propre transition. Et sur le tiers amont, il y a des décisions extraterritoriales au niveau national ou international qui sont prises, qui échappent au territoire. Et comme je crois fondamentalement à l'action, à l'exemple, à la démonstration sur les territoires, il faut aussi imaginer que nos opérations soient des démonstrateurs qui permettent de faire évoluer, d'infléchir les politiques publiques nationales, internationales. Voilà, donc, bon, il est plus important qu'ailleurs de voir clair et loin. Ce n'est pas juste une question d'écologie urbaine, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est un enjeu d'humanité, là où on travaille. Et je finirai sur cette diapositive, je vous jure, c'est la dernière, pour dire, on a parlé d'atténuation, d'adaptation, donc déconsommer, décarboner, adapter. Et on vient de le dire aussi sur ce petit déroulé, on va dire, autour de l'empreinte carbone des citoyens. Évidemment, il faut travailler sur la valeur de l'engagement. Il faut faire avec tout le monde, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc engager, engager, engager. Et comme vous l'êtes tous ici, merci. Merci.